Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que je tenais à vous présenter le personnage qui est à côté de moi. On va donc réaliser une interview de Jacques qui va se présenter, que j'ai rencontré il y a combien de temps, à peu près 3 mois, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est je pense important sur la chaîne de parler aussi d'autres choses que du trading et de vous présenter ceux qui m'entourent. Alors bonjour Jacques. Bonjour Romain. Est-ce que tu vas bien? Bien, voilà. on est déconfinés. On est déconfinés enfin et tu es surtout sur ma chaîne YouTube. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu qui tu es, quel âge, ton parcours professionnel, de façon à ce que mes abonnés puissent te connaître. Bien, alors je suis Jacques Descuel, je suis le fondateur d'une entreprise qui est en Andorre et je suis inventeur, j'invente plein de choses, je suis passionné d'invention et d'innovation et plus particulièrement dans tout ce qui est lié à la protection de données, à la sécurité des biens et des personnes. Voilà, donc j'invente, je fais une sorte de géo trouve tout. Voilà, ma passion, ce qui me passionne, c'est l'invention. Donc, dès qu'on a un verrou, on appelle ça les verrous technologiques. Dès qu'on a un verrou, il faut trouver une solution pour passer ce verrou. Donc voilà, c'est une passion. Quand on dit inventeur, c'est peut-être un peu large pour notre public. Tu es spécialisé dans un domaine, c'est la sécurité informatique. Alors, effectivement, de manière générale, tout ce qui est lié à la sécurité des appareils électriques et plus particulièrement des appareils informatiques. Okay. Alors, ça comprend l'appareil lui-même, les données qui sont à l'intérieur et l'accès à ces données, protéger la vie numérique des gens, et que ce soit par le matériel ou les données elles-mêmes. Oui. Comment donc t'es venu cette idée, puisqu'on raconte ton parcours, comment tu t'es dit un jour, tiens c'est ça que je veux faire, je veux développer des choses, comment t'es arrivé là-dedans? Voilà. Bon, ça remonte à une vingtaine d'années. J'avais un magasin informatique, j'avais des magasins informatiques, et un jour, un vendredi soir, il y a un agriculteur qui vient dans le magasin, et qui était quasiment en pleurs. Il me dit voilà, j'ai un ordinateur. L'ordinateur était complètement, il ne fonctionnait plus, et cet appareil traite les vaches. D'accord. Et il faisait du lait. Alors, il faut savoir que le lait, les vaches, il faut que ce soit trait, c'est pas un trait. Et il y avait des vaches qui ont aussi qu'on appelle des antibiotiques. Et quand vous mélangez le lait neuf, donc il faut faire très attention au mélange des laits. Et donc il avait un gros problème. Il fallait réparer son ordinateur rapidement. Ok, donc j'ai fait en priorité. Et je répare son matériel. En fait, le matériel qu'il a acheté, c'est un matériel qui coûtait cher, parce que c'est un truc d'automate, d'appareil, ainsi de suite. Et la boîte qu'il avait vendue, elle voulait pas le réparer tout de suite, parce que c'était sa faute, ainsi de suite. Donc, j'ai réparé, et je me suis rendu compte que c'était la faute du constructeur du matériel. Alors, pas forcément celui qui avait fait le logiciel, mais l'ordinateur lui-même. Je trouvais ça injuste, vraiment injuste, parce que le bonhomme était... ça m'a beaucoup touché cette histoire. Et donc, j'ai dit, c'est quand même pas normal qu'un bonhomme a un matos en panne, et que nous, en tant que réparateurs, c'est nous qui avons réparé le matériel, mais les fabricants n'avaient aucune responsabilité. Et ils ne pouvaient pas prouver, le truc bête, qu'il était pour rien. Okay. Donc on avait un problème de preuve. Donc du coup, ma première invention est basée sur quoi? C'est créer un appareil qui est capable de tracer tous les événements dans un ordinateur avant, pendant et après, comme une boîte noire d'avion, parce que c'est un peu l'idée, et de dire ce qui s'est passé en temps réel, et qui peut être consulté par n'importe qui. Comme ça, on crée une preuve matérielle pour démontrer que la personne soit liée pour quelque chose, ou soit liée pour rien. C'était ma première invention, donc après j'ai tout vendu. Et j'ai déposé des brevets, et l'aventure a commencé. C'est un peu l'ancêtre de la blockchain, mais en physique en quelque sorte. Ah oui, le critère de confiance, le partage des registres de confiance, là c'est carrément le matériel, c'est une boîte noire qui est infalsifiable, et qui vient tracer des segments d'information effectivement, et qui peuvent être, la preuve elle est dans la boîte noire. Hein. Effectivement, c'est un peu l'idée à l'époque, on est précurseur de ce système de critère de confiance sur un matériel électrique, un matériel qui ne peut pas être modifié. C'est de la plus grande complexité, et je vais conclure là-dessus. Ça paraissait anodin, mais il y a quand même 3 mois de recherche-développement pour faire ça. On a travaillé d'ailleurs avec le GIAT, la branche militaire en France, pour mettre au point un système de protection. Parce que lorsque vous faites une boîte noire dans l'avion, vous avez vu, quand il tombe, la boîte noire, elle résiste, en principe. En principe. Elle n'est pas un bon état, mais elle résiste. Quand on parle d'un choc électrique, vous prenez la foudre dans un appareil, il fallait que la boîte noire résiste à l'impact de foudre. Vous voyez le premier problème. Donc il a fallu inventer une boîte noire qui était capable de résister à un impact de foudre de très haut niveau et en maintenant l'information opérationnelle. Et là, j'ai inventé un système qui est aujourd'hui un brevet international qui va de protéger n'importe quel appareil électrique, même avec un impact de foudre de catégorie 4. Super. On va partir des choses. Alors, en parlant de brevets justement, tu as combien de brevets aujourd'hui à ton nom? Alors aujourd'hui, j'ai 4 brevets, dont 3 à l'international aujourd'hui. Dans le domaine de la protection électrique avec des boîtes noires, dans le domaine du contrôle d'accès sans fil, et le dernier dans le domaine de la blockchain physique, dans la protection, dans le chiffrement en général, comment protéger le chiffrement et faire en sorte que on ne puisse pas attaquer les fameuses
la clé de chiffrement. Voilà, c'est la sécurité de la chiffrement. Et j'ai dans ce montage-là créé qu'on appelle une blockchain physique. Là, on est dans le sujet, Romain. Où là, on a la blockchain qu'on connaît aujourd'hui, que tout le monde connaît. Et j'ai inventé une blockchain dans lequel les critères les critères qu'on appelle de confiance et de sécurité, elles se font de manière électronique. Donc là, c'est les appareils électroniques entre eux qui créent une chaîne de sécurité qui fait que s'il y a une chaîne qui est pas bonne, eh ben, ça ne fonctionne pas, ou ça bloque, ou ça fait des actions si c'est embarqué. Et avantageusement, le critère de confiance est basé par l'électronique et non pas par un effet humain. Okay. Donc c'est une autre approche. Donc j'étais un peu en avance sur de ça. Quand je parlais de ça il y a 7-8 ans, on parlait pas de blockchain. On prenait pas un peu pour un fou. Mais on l'a développé et ça a permis notamment de faire des choses. Tu verras sur une vidéo que j'ai faite de pouvoir par exemple géolocaliser une clé de sécurité et de faire en sorte qu'elle fonctionne dans un bureau et que si cet élément n'est pas dedans, ça bloque tout le système et on peut pas l'utiliser. Donc il y a plein d'applications possibles avec cette technologie en question. C'est assez vaste. C'est très très vaste. Ce sont des brevets qui viennent de faire énormément de choses dans le domaine de la protection des appareils, du contrôle d'accès, que ce soit les portes, les ordinateurs, différents éléments, et y compris tout ce qui est lié au chiffrement, à la sécurité globale, que ce soit pour la messagerie, tout ce qui est lié au chiffrement, il y en a partout. Ok. Alors, justement, on va continuer sur tes inventions. Si tu devais retenir une ou deux inventions qui, pour toi, sont le top du top de ce que tu as inventé, peut-être avec des marques, enfin quelque chose qui peut parler à notre communauté, ce serait quoi? Alors je dirais, on est toujours amoureux de sa dernière invention. Alors là, on a eu en cours ici en ce moment. Enfin, le principe d'une invention, c'est quoi? Il y a l'invention. L'invention, en fait, ce n'est qu'une infime partie. L'invention, en fait, elle n'est rien au départ. C'est la mise en œuvre de l'invention parce qu'il ne faut pas confondre invention et innovation. Invention, c'est le caractère inventif, le caractère du brevet, tout ça. Et après, il y a ce qu'on va faire avec cette invention, qui est l'innovation. Et là, on est en train de créer une nouvelle innovation dans un domaine particulier qui est la protection, notamment on a eu le temps dans le confinement de raisonner en matière de protection des personnes, donc on réfléchit sur une nouvelle approche de la sécurité des personnes entre les parents, on va pas parler maintenant, mais donc on va dire que ma prochaine invention, c'est celle qui t'excite le plus. Alors, le paradoxe, c'est que j'ai pas le temps, on a fait qu'on la mette en stand-by, mais celle que j'estimerais qui allierait à la fois la protection des personnes, ce que j'ai fait jusqu'à présent, en matière numérique, tout ça, c'est aussi la protection liée à l'individu avec une autre personne. Alors, je peux pas tout donner maintenant. Je veux dire que mon plus beau bébé aujourd'hui, ce que je pense l'aboutissement, c'est l'amalgame de tout ce que je viens de t'expliquer, plus la partie protection entre le critère de confiance entre les gens. Ok. Voilà. Donc, je travaille sur quelque chose qui est un peu innovant dans ce domaine-là. Comment faire en sorte que quelqu'un qui est sur un poste de travail ait confiance à son poste de travail pendant qu'il est devant son poste de travail, quand il n'y est pas, et la relation qu'il a avec les autres. Donc là, je travaille sur quelque chose qui est vraiment, dans le confinement m'a donné quelques idées, m'a beaucoup permis de réfléchir sur tout ce qu'on peut faire en matière de proximité avec les personnes. Donc voilà, je travaille sur voilà. Mais aujourd'hui, le plus beau bébé, c'est quand même la technologie de la blockchain physique qui aujourd'hui a été, on n'a pas fait le tour, mais dirons-nous, qui a permis de faire énormément de choses aujourd'hui. Mais vraiment, il me tarde vraiment de voir mon nouveau-né. Ça, c'est une innovation, c'est la naissance d'un nouveau-né. C'est-à-dire, on peut pas imaginer ce que c'est. On pense quelque chose dans sa tête. On l'a à la tête, et après, vous faites le prototype et vous le voyez fonctionner. C'est un moment gigantesque. Vous avez vu comme il est passionné. Alors, on s'est rencontrés grâce à Joseph Collado, que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, qui est d'ailleurs juste derrière la caméra. Tu es en Andorre depuis combien de temps et pourquoi? Ça fait 3 ans et demi qu'on est en Andorre maintenant. On voulait vivre à la montagne. Ok. Voilà, on aime la montagne et voilà. Donc et puis je voulais rester côté français parce que je suis français d'origine et pour des raisons, on va dire, je travaillais de certains services français à l'époque. Et Andorre, on avait ou le Canada, qui me plaisait aussi, ou l'Andorre, et l'Andorre, étant donné que le coprince d'Andorre étant le président de la République française, ça a été la décision finale qui fait qu'on est venu en Andorre, voilà. Donc c'était où on partait à la montagne au Canada, ou on partait en Andorre. Ils sont assez similaires, c'est la montagne. Oui, alors par contre, les Canadiens sont un peu plus sauvages que les Andorrans, parce que les Canadiens, quand vous arrivez sur place et que vous brevez, ils vous prennent 25%, enfin, il y avait un accord qui ne me plaisait pas forcément, mais bon, après, en Canada, ça peut être assez génial. Mais bon, on a privilégié le fait qu'on avait quand même des relations avec la France, beaucoup de relations avec la France, avec nos clients, avec des personnes qui ont des licences brevet avec nous en fabrication et de développement de systèmes, donc qui fait qu'on a gardé ces relations et on voulait
avoir regardé ses relations avec les services d'État français. Ok. On va parler d'une dernière chose. En ce moment, on parle beaucoup et depuis quelques années de crypto-monnaies, de blockchain, de bitcoin, etc. Nous, on essaye de sensibiliser au maximum les gens en ce qui concerne la sécurité informatique, mettre 2FA quand c'est possible, avoir des mots de passe variés, utiliser un gestionnaire de mots de passe, etc. Toi qui es là-dedans, si tu devais faire un constat sur Madame Michu ou 99% de ce que tu constates, comment les gens, pour toi, est-ce que les gens utilisent correctement ce qu'ils ont à disposition en termes de sécurité informatique, en termes de protection de leurs données? Quel est ton constat là-dessus? Voilà. Alors, le contrôle d'accès, c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui à résoudre comme problème. Alors, on va dire, on a deux approches. On a l'approche le 100% numérique, on a le 2FA. Alors, 2FA, c'est double identification. Alors, qu'on connaît régulièrement, c'est la banque. Bon, non, tu peux le faire comme ça, mais vous envoyez une commande, vous recevez par un serveur une sorte au téléphone qui fait que vous avez deux canaux différents qui viennent authentifier une action. Après, vous avez, alors peu importe le canal, ça peut être un email, ça peut être une validation, ça peut être un captcha qui vient valider un système qui vient autoriser, un serveur extérieur, ça peut être le système FIDO qu'on connaît aujourd'hui, qui passe par, c'est toujours des mots de passe, sauf que la clé est faite différemment. Donc il y a un autre système extérieur basé sur un serveur distant qui va venir valider une opération, voilà. L'autre élément, c'est l'action volontaire. Est-ce que c'est bien moi? Ça, c'est l'authentification qui n'a rien à voir avec le contrôle d'accès. Est-ce que c'est bien moi qui suis derrière l'action? Et c'est ça le plus complexe. Le plus complexe, c'est biométrique, l'œil, le regard, il y a deux éléments. Et avec toutes les problématiques qu'on a sur vraiment, est-ce que c'est vraiment sécurisé, pas sécurisé, est-ce que les hackers, les attaques. Donc on a deux formes d'attaques. L'attaque distante, qui est la plus connue aujourd'hui, l'attaque de proximité, là c'est un peu plus sauvage, les gens vont rentrer en électronique, vont essayer d'attaquer, peu importe. Donc sur le contrôle d'accès, on a les fameuses authentifications. Après, on a l'autre aspect, c'est le multifacteur authentification. Là, on voit un petit peu tout dans le monde d'Internet. Le multifacteur authentification, c'est qu'on a plus de deux facteurs. On a un troisième facteur. Et essentiellement, on va dire troisième facteur, ça peut être l'empreinte digitale, c'est-à-dire qu'on a ce fameux double facteur, et qu'il y a un autre facteur complémentaire, qui est biométrique. Voilà. Alors, dans les brevets, moi, j'ai la partie mot de passe administrateur, mot de passe utilisateur, et nous, on va jusqu'à 9 blockchains, 9 paramètres, 9 couches de paramètres de sécurité. Donc, j'ai du vrai MFA, vrai multifacteur authentification, qui soit hardware ou numérique. Donc, alors évidemment, plus on en met, plus ça paraît compliqué à utiliser. On va après comment on a solutionné le problème. Donc, si on revient sur ce qui existe aujourd'hui, on a donc le contrôle d'accès sur le 2FA et le multifacteur authentification. Reste le problème majeur, c'est ce que c'est bien moi qui suis derrière cette action. Alors, le mot de passe reste quand même l'élément le plus sûr, puisque ça émane du cerveau, en principe, et derrière, je vais faire cette action et reproduire. Sauf qu'un cerveau, pour retenir des mots de passe qui doivent faire plus de 12 voire 15 caractères aujourd'hui, aléatoires, il y a différentes techniques qu'ils font, et qu'il faut qu'ils soient uniques pour chaque site, vu qu'en moyenne, les gens entre 200 et 300 sites. Oui, parce que c'est le vrai problème, c'est que les gens ont quasiment tous le même mot de passe pour tous leurs sites différents, que ce soit le Facebook, le Gmail, le Twitter, le Instagram. Beaucoup de gens ont le même mot de passe pour tout, et moi c'est ce que j'ai constaté. C'est peut-être le premier conseil que tu peux donner à ceux qui nous regardent, c'est au moins de mettre un mot de passe différent pour chacune des applications. Déjà, un mot de passe différent, au moins de 12 caractères, et qui se suivent pas. Enfin, après, il y a tous les conseils que vous avez trouvés dedans. Je vais pas, rappeler ce qui se passe. Mais ce qui est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un mot de passe unique pour chaque chose. Pour une première raison. La première raison, c'est que lorsque vous faites votre mot de passe, il est stocké dans les serveurs distants. Et là, vous allez voir, il y a les DJs, vous avez pu voir sur Internet, vous avez de quoi faire sur Internet, de voir qu'effectivement, le danger va se retrouver, c'est si quelqu'un attaque les serveurs et les bases de données, si les bases de données sont pas chiffrées, on se rend compte qu'il y a quand même, il va chiffrer les bases de données, ils vont récupérer les mots de passe. S'ils sont le même sur l'ensemble de vos sites Internet, alors là, c'est open bar, c'est-à-dire qu'ils vont venir faire une attaque par des robots, parce que sinon, ils font une attaque robot, ils vont aller lier tous ces sites. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui est plus dangereux, c'est lorsque vous avez un mot de passe master, par exemple, qui gère d'autres mots de passe. Bon, vous pouvez acheter un mot de passe, peu importe lequel, mais si le mot de passe master, il est aussi simple, ça sert à rien d'avoir des mots de passe hyper compliqués. Si votre mot de passe master, il est 1, 2, 3, 4. Vous demandez, c'est encore pire. Donc, je rentre dans votre mot de passe master, alors qu'il soit en ligne ou sur un hardware. Qui passe, par exemple. Voilà, là, vous avez tous les mots de passe, je récupère, ce que faisaient les attaques, je vais récupérer la totalité. Donc, il faut être vraiment très vigilant sur le mot de passe master. Il faut qu'il soit moins compliqué. À retenir au moins un, mais un compliqué. Et qu'il soit suffisamment long pour résister aux attaques. Bon, surtout les indices sont plus puissants, donc il faut être très prudent. Donc, en gros, on va dire que le mot de passe dans mon cerveau, c'est un facteur d'authentification qui dit que c'est bien moi qui l'ai utilisé. Donc, soit on le fait un mot de passe différent et je le retiens, avec qu'on appelle des phrases mémotechniques qui existent,
Ou soit, je prends un appareil, je vais pas faire un truc pour moi, mais des appareils que je conçois, qui vont générer à votre place des mots de passe très costauds, et auquel cas je me fous complètement de savoir, mais c'est ma démarche. De les retenir. On va revenir sur cette transaction-là. Si je voudrais conseiller, si on veut être vraiment au top, c'est d'avoir un mot de passe pour chaque site. J'ai donné un conseil aujourd'hui, c'est quoi? Un mot de passe pour chaque site. Paramétrer ses navigateurs pour qu'ils ne sauvegardent pas les cookies de session. Okay. Parce que si vous avez un malveillant, il récupère les cookies de session, là vous avez un ensemble d'informations. Donc, un mot de passe, on va dans les paramètres, on vient supprimer la session. Quand vous éteignez votre navigateur, il y a plus d'informations sur votre site. Quand vous redémarrez, le problème, c'est que il faut tout ressaisir. C'est là où ça embête du monde. Il faut tout ressaisir. Donc, si vous avez un appareil qui est capable de faire à votre place et de vous reconnecter, vous avez plus de traces dans votre ordinateur. C'est ma démarche, en fait. C'est la meilleure façon de protéger une personne, c'est qu'il n'y ait pas de traces informatiques. Comme ça. Si la base de données où vous avez stocké vos données sont attaquées, le mot de passe est unique, vous le remplacez, et en général vous êtes averti, puisque la CNIL en France vous oblige à avertir comme quoi vous avez été attaqué. Donc, vous êtes averti, et vous changez votre mot de passe. Mais le mot de passe, il sert que pour ce site, donc il n'y a pas de problème. Le deuxième élément, si vous avez un malware à l'intérieur qui récupère les données dans votre ordinateur, vu qu'il n'y a aucune donnée sauvegardée dans votre navigateur, et en plus vous gardez pas les cookies de session notamment, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser n'importe quel ordinateur sur la planète, vous laissez aucune trace, et là le risque est beaucoup plus faible. Problème, c'est le confort. Et le dernier point que vous m'avez parlé tout à l'heure, Romain, c'est le confort, c'est que le problème, surtout le problème de la recherche, c'est qu'après la dernière innovation que la technologie EVToken que j'ai développée, c'est de rendre, ça a pris quasiment 1 an et demi, c'est de rendre simple l'usage. Parce que le plus grand problème de la cybersécurité, c'est l'utilisateur, l'usage. Plus c'est compliqué, et plus je vais contourner le problème. C'est long, c'est compliqué, ça marche pas, donc qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à mettre des trucs sur un papier, mettre sur un fichier Excel. Ou dans Notes, là, je vais commencer à faire un peu du grand n'importe quoi. Limite pire qu'avant. Limite pire qu'avant, parce que c'est compliqué. Ou autre élément, j'ai un mot de passe compliqué qui m'a donné par le patron du DSI, je vais changer une ou deux lettres. Donc du coup, je change, et à force, vu que c'est répétitif, tu fragilises le mot de passe lui-même. Donc on a bien un problème de comportement d'usage. Donc il fallait concevoir quelque chose qui soit simple d'usage. Alors quand on parle d'authentification, t'imagines que je vais me connecter à Facebook. Faut que je mette mon œil, faut que je mette mon empreinte, faut que je prenne... Ça devient extrêmement compliqué. Donc qu'est-ce que je mets 2, 3, 4 parce que je veux les publier dans mon Instagram, je vais pas me passer. Donc il faut concevoir un système qui soit extrêmement puissant, mais qui soit très simple d'utilisation. Et ça paraît simple à dire, mais c'est 2 ans de R&D et quasiment en même temps 1 an et demi de recherche de convivialité et d'ergonomie. Et on a relevé ce pari. Et là aujourd'hui, je peux annoncer officiellement, on vient de faire les tests, le dernier plugin qui a publié dans de 3 à 15 jours maximum. On arrive à un taux de réussite de 95% de connexion automatique sur n'importe quel site du monde. Et là, on est très fiers du résultat de l'équipe de recherche. On en parlera un peu plus tard sur la chaîne. Restez évidemment connectés. Je tenais à vous présenter Jacques pour que vous puissiez savoir un petit peu avec qui on va bientôt proposer une solution qui vous permettra évidemment d'utiliser ce genre de technologie. Merci Jacques. Merci Romain. Voilà. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas évidemment, si vous avez aimé tout ça, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire avec une question. Si vous avez une question pour Jacques, je me ferai un plaisir de lui transmettre. Et je vous dis à très bientôt sur les graphiques. Ciao, bye bye. Au revoir.